le léger, la légèreté, est depuis le fond des âges à la fois une aspiration des hommes, puisque déjà les peintures pariétales qu'on trouve chez Lascaux montrent ces animaux qui sont déjà légers. La volonté d'alléger le monde qui est probablement consubstantielle à l'art. Ce n'est pas une conquête des hommes modernes, c'est probablement une aspiration anthropologique. Cette dimension anthropologique de la légèreté, elle n'était pas que dans l'art, elle est inévitable dans la condition humaine. On la trouve dans les fêtes, dans les jeux, dans le rire, dans la danse, dans toutes ces formes qui permettent aux hommes d'oublier probablement leur malheur et de vivre des moments de bonheur. Donc ça, c'est pas du tout une dimension moderne ou contemporaine. Mais le problème, c'est que pendant des millénaires, en même temps qu'il y a eu toujours cette quête d'allègement de l'existence, il y a eu le contraire. C'est-à-dire le mépris de la légèreté. Parce que le léger, depuis les philosophes, Platon, etc., le léger, c'est le superficiel. C'est ce qui n'a pas de profondeur. Et aussi bien chez les Grecs qu'ensuite dans le christianisme, il y a la volonté d'une aspiration à l'éternel, à la profondeur du monde. Et donc, le léger n'était plus que dans les fantasmes. C'est les tapis volants d'Orient, c'est dans l'imaginaire des contes, mais ailleurs, la vie, elle est lourde. Elle est lourde parce que d'abord, le monde économique est fondé sur l'agriculture. Chez les modernes, c'est l'acier, la houille, c'est les industries lourdes qui font la modernité, la révolution industrielle. Et donc, du coup, la légèreté, c'est pas une question philosophique. Ça n'a jamais été une vraie question philosophique. Quand on lit les penseurs grecs ou les penseurs chrétiens, je crois que le mot léger n'existe pas. Parce que c'est quelque chose de méprisable. Ce qui compte, c'est la charité, c'est la vérité, et la vérité, elle ne peut pas être légère. On peut parler d'une femme légère, et donc c'est méprisant, mais ce qui fait le sens de la vie, c'est le profond, le lourd, le plein. Or, il me semble que nous sommes dans une époque où tout change. Pourquoi? Parce que l'époque aujourd'hui rend possible la conquête de la légèreté réelle. Nous ne sommes plus dans l'imaginaire de la légèreté, on est dans la construction, petit à petit, d'un monde matériel léger. Alors là, les exemples ne manquent pas. C'est les nanotechnologies, c'est la dématérialisation des contenus avec l'Internet. Et autrefois, il fallait, quand on faisait une réunion, il fallait être sur les lieux physiques. On peut maintenant faire une téléconférence. On appelle à l'autre bout du monde. Avec 150 grammes dans la poche, vous avez le monde entier que vous pouvez voir, entendre. Donc, nous avons par les nouvelles technologies la possibilité d'alléger considérablement les conditions de la vie matérielle. Deuxième registre, pardon d'aller très vite, parce que le corps. Le corps aujourd'hui est l'objet d'un imaginaire, d'un culte de la légèreté que l'on trouve dans deux domaines fondamentaux. Alors l'un que vous connaissez très très bien, c'est bien sûr l'alimentation et l'esthétique. S'il y a bien une esthétique homogène et consensuelle aujourd'hui, c'est la minceur, qui est une forme d'allègement, et le poids, le lourd, est devenu insupportable. Donc il faut être mince.
Et pour ça, il faut manger autrement, il faut faire de l'activité, il faut faire des exercices, etc. Et puis, également, dans le formidable essor des sports légers, des sports light, comme on dit, des sports de glisse, windsurf, skate, tous ces sports avec le vent, qu'il s'agisse en permanence non plus d'affronter les autres ou de vaincre, mais de ressentir. Dans la construction de la légèreté aujourd'hui, il y a la primauté, la prépondérance du ressenti, d'une volonté de sensations qui nous permettent de vivre autrement. Troisième domaine, c'est évidemment toute la culture de consommation, qui peut être analysée d'un point de vue théorique comme l'industrialisation de la légèreté. Vous prenez la culture consumériste, c'est les gadgets, les jeux, qui sont toute une culture qui vise non plus à éduquer, mais à distraire. L'entertainment, comme disent les Américains, c'est une culture qui vise la fun morality. Il faut être fun, et tout ce qui est lourd devient disqualifié. C'est donc, d'une certaine manière, un renversement hédonistique du monde à travers la culture de l'entertainment, la culture des loisirs, la culture du jeu. Et comme vous le savez, par exemple, les jeux vidéo aujourd'hui, le chiffre d'affaires des jeux vidéo est supérieur au chiffre d'affaires du cinéma. C'est vous dire comment la culture du léger est devenue quelque chose qui n'est plus du tout de l'imaginaire, c'est devenu quelque chose qui est une conquête à la fois des technologies, mais aussi de l'économie. Mais il y a aussi une dimension, une quatrième dimension dans cette conquête de la légèreté, c'est, je crois, alors là on entre dans votre domaine, c'est dans l'utopie de la légèreté, dans la quête individuelle de la légèreté. On a été longtemps, les modernes ont été obsédés par la révolution. L'idéal du monde, c'était l'autonomisation de l'homme, c'était les projets de l'autonomie, les projets de la libération, et qui passaient par la révolution politique, sociale et économique. Jusque dans les années 60, cette dimension, elle est primordiale. Il s'agit essentiellement de conquérir le monde de l'autonomie, et c'est ce que j'ai dans tous mes livres autour de la question de l'individualisation du monde. Je crois que nous sommes passés à un stade différent. On ne rêve plus de liberté, on ne rêve plus de révolution, alors là encore moins. On ne rêve plus de nationalisme conquérant. On rêve de quoi? On rêve d'alléger notre vécu. Et cet allègement du vécu se traduit par de nombreuses choses. La passion du tourisme au niveau le plus bas, les gens veulent partir en permanence. Là où nous sommes est devenu insupportable. Les gens bougent, ils veulent bouger, comme si bouger c'était respirer, c'était sortir, s'alléger des conditions matérielles. Les gens se plaignent de plus en plus de leur agenda qui est surchargé. Les femmes en particulier qui ont à la fois à concilier vie privée et vie professionnelle, les enfants, le mari, le travail, tout ça fait trop. Et donc il y a besoin d'alléger. Et puis, toutes ces nouvelles pratiques aujourd'hui du développement personnel, du zen, du yoga, des méditations, qui sont toutes des technologies de la légèreté et qui sont synonymes, en quelque sorte, de notre quête du bonheur. Le bonheur, c'est un grand projet, une invention des modernes, disait Saint-Just, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais bon, puisque le projet du bonheur, ça date au moins des Grecs, hein, des philosophies antiques, mais quand même. Mais aujourd'hui, le bonheur, il se cherche de plus en plus dans des technologies d'allègement de l'existence, avec des perspectives qui visent à nous
extraire des pesanteurs de l'organisation de notre monde. Et je pense donc que du coup, l'époque hypermoderne, peut-être d'une certaine manière définie comme l'éclipse, ou la déroute des grandes utopies collectives de la modernité, le nationalisme, le républicanisme, le révolutionnarisme, la lutte des classes, le socialisme, le communisme, toutes ces grandes utopies collectives qui permettaient de dire que, au fond, l'émancipation humaine passe par l'émancipation politique. Aujourd'hui, elle est contrebalancée, elle est largement disqualifiée par, non pas par la fin des utopies, mais par la conquête de nouvelles figures d'utopie. Je la vois à l'œuvre dans tout ce que je viens de dire, dans les quêtes individuelles d'allègement de l'existence, mais je la vois aussi dans beaucoup d'autres pratiques moins ostentatoires, qui est le formidable essor de la culture artistique des amateurs. Autrefois, il n'y a pas longtemps, encore dans les années 50, la pratique du piano, de la guitare était une pratique du dimanche, les gens faisaient comme ça, et puis après il y avait les professionnels et les artistes. Il y avait un abîme entre le monde de l'art, l'artiste, avec toute sa sacralité dans la modernité, puis les amateurs qui étaient vaguement, qui étaient dévalorisés, qui ne méritaient pas l'attention. C'est plus ainsi. Il y a non pas identification, mais l'écart s'est très largement réduit. Aujourd'hui, il y a des pratiques de gens qui sont mi-professionnels, mi-amateurs, qui font des choses remarquables dans la photographie, dans la vidéo, dans la danse, dans la chorale, dans les arts plastiques, dans tous les domaines. Je crois que nous allons, on a dit que le 21e siècle serait le siècle du religieux, c'était la grande prophétie de Malraux. Hélas, quand on voit ce qui se passe avec le djihadisme, on peut le penser, mais disons que le religieux tel que nous le voyons là, c'est un religieux qui pour nous n'est pas une utopie, c'est une contre-utopie. Cet djihadisme est le synonyme pour nous de la barbarie. Alors que les utopies telles que nous, les modernes, on l'a toujours pensé, l'utopie est la voie du bonheur, la voie de l'émancipation des hommes. Le djihadisme, les formes radicales du religieux, c'est exactement le contraire. C'est la contrainte, c'est l'oppression, c'est la barbarie pure et simple. Alors, je crois que ça ne veut pas dire que du coup, il y a de moins en moins d'utopies, je pense qu'il y en a de plus en plus. Mais ce sont des utopies qui se marient avec l'individualisation, avec des projets plus modestes, des projets plus fragmentaires, plus locaux, moins totalisants, et que l'on voit dans, je crois, dans toutes les pratiques qui renvoient à la construction d'un monde dans lequel nous nous reconnaissons, mais un monde qui n'est pas un modèle pour tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'utopie, par exemple, ce sont des conquêtes de bonheur, qui sont des conquêtes pas d'un bonheur global, total, comme c'était quand même les grands projets des utopiens depuis la Renaissance, de la cité parfaite. Il y en a encore d'ailleurs, mais pour ma part, ce n'est pas celles-là qui me paraissent lourdes d'avenir. Il y aura toujours des productions de ce genre, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je pense que c'est l'individualisation qui est le grand phénomène majeur, idéologique, social, culturel. Et dans ce cas-là, les vraies utopies, je les vois dans les démarches créatives des individus. La créativité, elle peut être dans tout. Elle n'est pas uniquement dans la musique ou les arts plastiques. Je crois qu'il y a aujourd'hui, par exemple, des gens, dans les créateurs d'entreprises, qui donnent une grande part de leur vie, qui trouvent la substance de leur vie à créer quelque chose, à faire quelque chose. Je crois que dans ce faire, le faire, F-A-I-R-E, faire,
agir. C'est aujourd'hui là que se situe l'utopie du monde hypermoderne. Alors que dans le monde de la modernité, c'était le politique. C'était le politique qui portait les utopies. Et aujourd'hui, je le vois partout, je le vois dans une diffraction, une dissémination des actions, et je dirais dans toutes les aspirations des hommes et des femmes à faire des choses dans lesquelles ils se retrouvent, qu'ils aiment faire. Utopie, bonheur, amour, tout ça aujourd'hui se recombine en se dégageant de l'imaginaire globalisant et politisé vers quelque chose qui est synonyme d'allègement de votre propre vie, parce que vous faites quelque chose dans lequel que vous reconnaissez, qui vous est propre, qui est la quête de la réalisation de soi. La réalisation de soi qui ne passe plus forcément par la révolution politique, auquel plus personne ne croit, mais c'est pas parce que les grands projets collectifs n'ont perdu de leur substance qu'il n'y a plus d'imaginaire pour faire un monde dans lequel nous vivrions mieux. Et je trouve des expressions de cela dans ce formidable développement souterrain, pas grandiose, mais dans la volonté de se réapproprier, là où on le peut, des poches d'autonomie, de beauté, de créativité. Je crois donc que c'est là où nous avons tout notre effort à porter.